Voilà, bonjour et bienvenue pour les 16e rencontres François Rabelais. Le thème de cette année, vous le connaissez d'ailleurs, vous allez le voir, il est inscrit en fond de studio. Gastronomie avec un S, c'est important pour tous, avec un point d'interrogation. Ces rencontres, vous pouvez le constater, elles sont bien sûr particulières, on dit digitales, et elles s'inscrivent dans tout un cycle de conférences et de tables rondes virtuelles. Celle-ci est la 4e et elle a pour thématique gastronomie et politique publique, ce dont nous allons parler pendant 1h30. Alors, la forme change, bien sûr, vous pouvez le constater, mais l'esprit reste le même. Il s'agit de mieux faire connaître au grand public, au plus grand public possible, les travaux, les réflexions des universitaires sur l'alimentation humaine, la cuisine, sur la gastronomie. C'est l'occasion aussi de mettre en valeur tout ce qui concerne les sciences gastronomiques, et ceci à l'initiative de l'IEHCA, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation de l'Université de Tours, et soutenu par le Conseil régional de Centre-Val de Loire. Alors, question qu'on va se poser, comment les politiques publiques veillent-elles à la qualité alimentaire pour le plus grand nombre? Pour le plus grand nombre, c'est un élément très important dans la réflexion qu'on va avoir et dans la thématique de cette table ronde. Je vais tout de suite vous présenter tous les intervenants. À mes côtés, José Serrano. Bonjour José. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, professeur en aménagement et urbanisme à Polytech Tours. Tout ce qui est gestion d'espace, c'est un des domaines que vous connaissez particulièrement bien. Claude Gruffat, bonjour. Bonjour. Député européen, vous appartenez au groupe Les Verts Alliance Libre Européenne. Vous êtes aussi un pionnier de l'agriculture bio, et puis vous avez présidé pendant de nombreuses années, 2004-2019, Biocop. Donc c'est un domaine que vous connaissez très bien. Vous avez même eu un livre, Les dessous de l'alimentation. Ça remonte à 2017 maintenant. On rejoindra Isabelle Ancar, qui va intervenir par des vidéos enregistrées, qui est maître de conférences en droit à l'Université de Tours. Et puis, à la fin de notre échange, Christelle de Crémier, vice-présidente du Conseil régional Centre-Val de Loire, déléguée au tourisme, au terroir et à l'alimentation, interviendra pour nous apporter son regard justement sur le rôle des politiques publiques au niveau d'une région notamment. Alors, donc, dont on va parler, cette gastronomie pour tous, celle qu'on entend par l'action de bien manger, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le plus grand nombre. Bien évidemment, les politiques publiques ont un rôle moteur dans ce cas-là. Donc, comment peut-on allier la qualité, la solidarité, le respect de l'environnement? Quelles sont les actions qui existent? Quelles sont celles qui sont à valoriser sur le plan à la fois économique, social, éducation, environnementale et culturel? Et puis, quels sont les freins qu'on rencontre aujourd'hui pour que cette qualité de l'alimentation pour tous soit de fait évidente? Claude Gruffat, bon, c'est un domaine que vous connaissez bien. Quand on dit qualité de l'alimentation pour tous, vous dites oui, mais pas tant qu'il n'y aura pas un changement du modèle agricole. C'est le frein principal aujourd'hui? C'est le frein du changement pour aller vers une gastronomie du quotidien. Et j'aime bien la définition que gastronomie, c'est celle de tous les jours. C'est celle qui permet un bien manger pour être dans une bonne vitalité, pour être avec un système immunitaire solide, et celle qui va donner l'énergie d'une vie tout court, quoi, en fait. Mais il y a aussi la gastronomie festive. Parce que oui, bien sûr. Qui existe quand même dans le paysage. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas que festive. Elle est occasionnelle. Chacun peut se l'approprier. C'est ça. Dans son Alors, ce qui est important de se dire maintenant, c'est que la gastronomie, c'est pour tout le monde et chacun se l'approprie au quotidien. Et c'est cette cuisine-là dont on parle. Et alors, pour faire cette cuisine-là, évidemment, à l'origine, il faut des bons produits agricoles. Et depuis 70 ans, l'agriculture européenne et française s'est massivement industrialisée. On comprend pourquoi, hein. On sortait de la guerre, il fallait donner l'autonomie alimentaire des pays, donc il fallait une réforme, voire une révolution de l'agriculture qui existait à ce moment-là pour aller vers quelque chose de plus productif et qui donnait l'autonomie des matières premières alimentaires. Après, on n'a pas arrêté. Et de là, on a glissé vers une agriculture industrielle pour l'export.
Et puis on n'a pas cessé de faire de plus en plus et de plus en plus de rendement, etc. Et pourquoi on y perd en qualité? Ben parce que quand on fait du gros volume, on ne fait pas en même temps de la grosse qualité. Quand une vache laitière produit normalement 4500 litres de lait par an et qu'on lui en fait produire 100 000 litres, forcément, qualitativement, on n'est pas du tout au même endroit. Quand des céréales sont faites pour produire entre 45 et 60 quintaux à l'hectare par an et qu'on fait 120 quintaux, qualitativement, on n'a pas le même résultat. Et quand on fait des blés boulangers, on n'a jamais ces rendements-là. Du coup, aujourd'hui, on est dans une situation, d'ailleurs, on ne les produit plus en France, on les importe. Donc, les matières premières alimentaires pour l'alimentation humaine, on ne les produit même pas toutes chez nous. Et pour ce qui concerne le blé boulanger, on importe 70% des farines à valeur boulangère quand même. Hein. Donc, c'est quand même assez... C'est-à-dire que l'essentiel des surfaces est pour l'alimentation animale. Donc, ça pose aussi quand même des réflexions. En tout cas, une agriculture industrielle n'amène pas à une alimentation qualitative. Et dans ce paysage, il y a des choses qui ont émergé. Il y a l'agroforesterie qui a parlé, qui a dit un certain nombre de choses. Il y a l'agriculture biologique qui aujourd'hui compte en France, progresse énormément, compte plus de 50 000 producteurs. On arrive bientôt à 10% de la surface agricole qui est en bio en France. Pour info, en Autriche, on est à 25%. Dans certains pays, on est allé plus vite et ils sont plus avancés. Dans d'autres, moins d'ailleurs, mais bon. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, on arrive à relocaliser pour arriver à des circuits de proximité, de la production relocalisée, pour une forme de souveraineté alimentaire, ce qui est assez paradoxal, parce que je faisais allusion à ce qui s'est passé pendant 70 ans, et maintenant on a l'impression qu'on est en train de remettre en question ce qu'on a pu vivre avant. Mais ce n'est pas un recul, en fait, c'est se réadapter à une réalité où la souveraineté, en termes de capacité de production, d'outils de production, etc., est importante. Je pense entre autres aux semences. Aujourd'hui, on est dans une situation où les semences sont possédées par des sociétés semencières qui ne sont pas de chez nous. Ce qui veut dire qu'on n'en a pas le libre usage. Et on en a encore moins le libre usage à partir du moment où on ne peut pas les reproduire d'une année sur l'autre. On est obligé de les racheter chaque année. Donc là, on est dans la dépendance, clairement. Et ça, c'est des éléments qui sont importants. Alors, quand je dis qu'en relocalisant, on va redonner de la souveraineté, parce qu'on va recréer des filières locales, on connaît les différents opérateurs, on peut créer des liens entre eux, ce qu'on appelle des filières en agriculture, mais des filières courtes sur des territoires. Après, on peut faire des filières longues à l'échelon national, etc., parce que des fois, on est dans la nécessité de ça, et pourquoi pas. Mais en tout cas, au maximum, chercher la proximité, le circuit court, c'est-à-dire le moins d'intervenants possible dans la chaîne. Parce que quand vous avez 6 opérateurs qui rachètent de la farine, qui rachètent de la farine, qui rachètent de la farine pour finalement la vendre à un boulanger, à quoi ça sert? C'est à chaque fois des coûts supplémentaires, à la fin de quoi ça compte dans le produit fini pour le consommateur. Donc ça, c'est des éléments pour moi qui sont importants. Et puis évidemment, le modèle d'agriculture bio, qualitativement, c'est un modèle qui produit différemment parce qu'il ne mise pas sur les gros rendements, au contraire, il respecte les rythmes de vie, etc. Et du coup, là, on est dans la qualité. Et donc l'impératif, José Serrano, pour arriver à cela, ce que vous dites vous, il faut diminuer au moins d'ici 2050, c'est la date que vous donnez, diminuer au moins de 50% tout ce qui est effet de serre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a une logique entre des enjeux environnementaux par rapport au changement climatique. Donc l'agriculture émet des gaz à effet de serre, et aussi en fait, la nécessité de bien manger, d'avoir une alimentation équilibrée. En fait, les deux objectifs se rejoignent. Et si on veut diminuer l'empreinte carbone de l'agriculture, ça nécessite aussi un changement de régime alimentaire de tout le monde, quoi, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'on va manger moins, mais on peut en fait avoir une alimentation qui pollue moins et en même temps qui reste de qualité. Et donc très concrètement, ça veut dire pour que l'agriculture réduise de 50% ses gaz à effet de serre, ça veut dire manger 2 fois moins de lait, manger 2 fois moins de viande. Et ce n'est pas un déséquilibre nutritionnel, ça on le compense par plus de graines qui vont apporter du calcium, plus de protéines végétales avec des lentilles, des pois, enfin des haricots. Donc en fait, on peut rééquilibrer facilement notre assiette pour qu'elle reste nourrissante, équilibrée et en même temps avoir une agriculture moins polluante. Et je dirais même, si on veut une agriculture moins polluante, on est obligé aussi d'avoir une alimentation qui repose sur des productions moins polluantes. Donc on est obligé de changer l'alimentation pour diminuer la pollution agricole. Sinon, ce n'est pas possible.
Voilà, et ça nous ramène aussi à des actions amenées pour œuvrer pour cette qualité du bien manger pour tous par rapport à l'industrialisation de l'agroalimentaire qui, en effet, ne facilite pas cette qualité pour tous. Bah, oui, parce que l'agroalimentaire, en s'industrialisant, a recherché le bas coût. Après, on peut comprendre un intérêt à ça, mais je pense que là, on a poussé trop loin. Et que maintenant, ce bas coût fait qu'on produit une alimentation tellement industrialisée, tellement ultra transformée, c'est-à-dire avec un nombre d'ingrédients infini dans une recette, trop important, qui fait quoi? Qui fait qu'on arrive à la malbouffe pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on est face à des problèmes de santé publique énormes. L'obésité qui augmente à une cadence incroyable. En France, on a dépassé les 25% de taux d'obésité dans la population. Aux États-Unis, on avait passé les 60. Alors, mais je pense que c'est une compétition qu'il ne faut pas mener avec eux. Et puis après, on a des problèmes de diabète, on a des problèmes cardiovasculaires, etc., qui montent en proportion d'une manière importante. Il faut quand même se poser la question. Ça vient bien d'un type d'alimentation fortement industrialisée qui a amené ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue? Je ne pense pas que ce soit la solution la plus intéressante à proposer aux gens. Donc maintenant, il faut remettre en question ce modèle et repartir sur un agroalimentaire plus artisanal, qui travaille différemment, mais qui travaille aussi avec des produits qui viennent de terroirs et de territoires, des produits qui sont adaptés, c'est-à-dire des produits qui sont faits sur un territoire parce qu'ils ont une raison d'être faits sur un territoire. Pour prendre des exemples bien connus, le comté, ça se produit dans le Jura. Pourquoi? Parce que là, on a une race de vache, la Montbéliarde. C'est en Touraine. Et le Sainte-Maure, c'est en Touraine pour le fromage de chèvre. Le Camembert, c'est en Normandie, etc. Mais ça, ce n'est pas le fruit de hasard ou de rien. Ça a des raisons précises de sous-sol, de terre, de terroir, de savoir-faire, de race. Avec le terroir et c'est pour ça que la gastronomie existe et c'est pour ça qu'elle est aussi riche en France. C'est parce que les terroirs ont produit ça à travers les siècles. Et aujourd'hui, on a une opulence, j'ai envie de dire, de possibilités à ce niveau-là, et l'industrialisation lisse tout. Et on n'arrive plus à mettre en valeur comme il faudrait le mettre en valeur, d'une part, et puis d'autre part, en le payant aussi à son juste prix, parce que manger pour rien, ça n'existe pas. En tout cas, on n'en a que pour son argent, comme on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité qui va être dedans. Donc, c'est important de remettre ça sur le devant de la scène et de reconsidérer la qualité d'une agriculture, la qualité des productions agricoles, la juste répartition de la valeur, c'est-à-dire que du producteur au consommateur, le prix doit être un prix équitable. C'est-à-dire que le producteur doit pouvoir vivre de son métier, et quand les paysans crient parce qu'ils n'y arrivent plus, ils ont raison de le faire, ils ont de bonnes raisons de le faire. Donc, parce qu'ils sont embarqués dans un système qui les a amenés dans un mur maintenant, qui est compliqué pour eux, et pour en sortir, c'est difficile. Et puis pour les consommateurs, moi, je dis toujours, le prix le plus bas, c'est pas le prix juste. C'est pas le prix juste. Le prix juste pour un consommateur, c'est celui qui lui permettra d'avoir une alimentation de qualité longtemps. Ouais. Et ça se construit. C'est-à-dire que les filières agricoles, agroalimentaires, distribution, consommation, c'est une construction qu'on met en place, mais une construction, ça se met en place sur la durée. On ne peut pas changer de partenaire économique dans le cadre d'une construction longue. C'est pas vrai. Donc, c'est pas la compétition qui va être, et le prix le plus bas qui va être la solution. C'est la coopération, l'équité dans les échanges qui va faire qu'on construit sur la durée et que là, on met en place quelque chose et qui va donner, je reviens sur ma souveraineté alimentaire, mais qui va donner une réalité de souveraineté. Et José Sorano, vous dites, vous vouliez réagir là directement? Oui, en fait, là aussi, les enjeux environnementaux et puis l'alimentation se rejoignent, par exemple sur l'exemple de l'élevage. Là aussi, si on diminue par exemple la consommation de viande, ça ne veut pas dire en fait que l'élevage. On ne va pas tuer l'élevage. Vous dites, on peut le faire avec le même nombre d'exploitations et d'éleveurs. C'est ça. Il suffit de passer à des modèles extensifs. C'est ça. Donc avec moins de vaches à l'hectare, des vaches qui vont se nourrir d'herbes, et ça nous permet donc on va importer moins de protéines de soja pour nourrir le bétail, ça diminue la déforestation importée. Donc en fait là aussi on peut avoir une production locale de viande moins coûteuse environnementalement et qui nous permet d'avoir une production locale de viande de qualité. Et puis qui permet de maintenir des paysages et des terroirs. Bien sûr. Parce qu'il y a des régions extensives d'élevage comme le centre de la France, etc., où on peut faire que de l'élevage. Ils ne poussent que de l'herbe. On ne fait pas autre chose. Et donc on ne peut pas dire que c'est terminé. Ah mais non, mais de toute façon, pourquoi ça serait terminé? Je crois que sur un plan agronomique, l'élevage a une place dans le paysage de l'agriculture et de l'alimentation, et du coup, il faut qu'il ait sa juste place. Alors, pas dans l'industrie,
Oui. Donc pas dans la surproduction industrielle où effectivement on importe les matières après pour alimenter le bétail, dont le soja, puisque c'est la protéine qu'on ne sait pas produire en France, ou que les accords de l'OMC nous ont interdit de produire et du coup on est contraint de les importer, mais par contre sur des formes d'élevage adaptées dans les paysages et les terroirs qui sont adaptés à ça, bien sûr. À propos de l'industrie, dans une des conférences des rencontres François Rabelais sur qu'est-ce que la gastronomie, Thierry Marx disait je m'inquiète de voir que dans l'agroalimentaire, on s'intéresse maintenant aux produits véganes. Voilà, on va s'immiscer dans une tendance aujourd'hui, mais à partir du moment où l'agroalimentaire s'en empare, ça devient plus inquiétant. Bah, la société s'en empare aussi, hein, quand même, parce que c'est un mouvement de fond dont l'origine, après on peut, bon, il y a plusieurs. Moi, ce que je constate dans notre environnement ici en France, c'est que les gens sont en train de découvrir c'est quoi le mal-être animal et comment l'élevage industriel est violent avec le monde animal. Et du coup, ils s'en émeuvent et du coup, alors après, le coup de balancier peut aller un peu trop loin dans l'autre sens et du coup, on ne veut plus rien manger et on ne veut plus manger de viande parce que les poules sont en cage, parce que les poulets sont entassés dans des bâtiments, parce que les porcs sont entassés, entravés, etc. Et que c'est vrai que déontologiquement, si on est des humains et qu'on prend en compte quand même que c'est des êtres sensibles, etc., c'est pas correct de faire ça. C'est évidemment pas correct. Alors je vous propose, on va écouter Isabelle Hannequart, dont je rappelle qu'elle est professeure de droit, et elle dit que ben voilà, se nourrir, bien manger sont des actes juridiques. Le droit de l'Union européenne est très présent dans notre assiette. On va trouver de l'alimentation dans quasiment toutes les compétences que les États ont données à l'Union européenne. Dans le marché intérieur, avant tout, où joue la procédure d'harmonisation des législations nationales. Et à ce titre, l'Union a développé un beau modèle de sécurité alimentaire pour nous protéger. Autre compétence, la santé publique, l'environnement, la protection des consommateurs, forcément très connectés au marché intérieur. À l'international, la politique commerciale commune permet à l'Union, à la Commission de Bruxelles de négocier, par exemple avec le Mercosur, pour défendre ce modèle de sécurité alimentaire. La politique de développement envers les pays en développement présente bien souvent aussi une dimension alimentation. Seulement, ces compétences, vous voyez, elles sont dispersées. Les articles sont très différents et on peut vraiment parcourir tout le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et trouver toutes ces références, jusqu'à l'éducation et la culture. Mais ici, l'Union n'a qu'une compétence d'appui, alors que par ailleurs, elle a des compétences partagées, bien souvent au bénéfice de l'Union européenne. Donc dans ce domaine de la culture, l'alimentation va entrer, mais par la petite porte, je dirais. Le Parlement européen est en pointe justement sur cette question. Le Parlement a voté une très intéressante résolution en 2014 sur le patrimoine gastronomique européen, dédié aux aspects culturels et éducatifs. Et dans cette résolution, le Parlement invite justement les États membres et la Commission à mettre en place des politiques nouvelles dans ce domaine, à développer tous ces aspects culturels de la gastronomie, même à promouvoir des habitudes alimentaires orientées vers la préservation de la santé des consommateurs, mais aussi le développement de l'échange et du partage des cultures, la promotion même des régions. Et on trouve des mots très, très atypiques finalement dans ce genre de texte, surtout si on compare la technicité des normes du marché intérieur. Le Parlement n'hésite pas à évoquer le plaisir de manger, la convivialité et la sociabilité. Donc c'est un langage vraiment qui tranche avec toute la technique des règlements, des directives habituelles des institutions européennes. Et cette résolution, j'aimerais insister sur ce texte parce que, justement, en référence à ce thème de l'alimentation pour tous, eh bien, le Parlement prend soin d'écrire, de dire que la gastronomie n'est pas élitiste. La vision du Parlement ici, c'est vraiment la gastronomie pour tous. Vous avez des considérants qui prennent soin vraiment
de rendre hommage finalement aux chefs, mais pas seulement aux grands chefs et à la grande cuisine. La résolution vise vraiment tous les cuisiniers de talent que nous sommes. Et bien souvent, ces cuisiniers se sentent investis d'une responsabilité sociétale en matière d'alimentation. Donc c'est une première chose à souligner. Et ensuite, cette résolution nous livre une nouvelle définition du patrimoine alimentaire. Moi, je vois 3 cercles qui concourent à définir ce patrimoine. Tout d'abord, le patrimoine matériel, donc celui que nous mangeons dans notre assiette, hein, tous ces produits issus des régions. Ensuite, le patrimoine culturel immatériel. La résolution rappelle l'impact du repas gastronomique des Français comme PCI, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et on voit poindre une nouvelle dimension du patrimoine qui est tout ce patrimoine lié à l'alimentation. Et ça désigne des choses plus insolites, peut-être plus inattendues, les caves, le patrimoine architectural des marchés traditionnels, les ustensiles de cuisine, tous ces objets. On voit là toute la richesse de ce patrimoine européen. Et le grand écart n'est pas aussi dramatique qu'on pourrait le penser entre le marché intérieur et la culture alimentaire, puisque c'est au sein du marché intérieur que l'Europe a développé aussi cette belle politique des signes de qualité. Et c'est vrai que cette politique, elle a peut-être été inventée pour résorber des excédents, mais aujourd'hui, c'est une politique de patrimonialisation de l'alimentation, puisque ces signes de qualité font référence à nos savoir-faire, à nos liens étroits au territoire. Donc c'est vrai que cette résolution, elle est basée encore sur l'organisation commune des marchés agricoles, sur les titres européens de propriété intellectuelle, mais le préambule vise, c'est peut-être un coup de chapeau, le patrimoine culturel et gastronomique vivant. Et aujourd'hui, toutes ces appellations, ces indications géographiques sont des voies de patrimonialisation de l'alimentation. Voilà. Je vais me tourner vers vous. Alors, vous êtes au Parlement européen depuis 1 an, oui. Hein, donc vous êtes un jeune parlementaire. Mais les réactions les réactions par rapport à ce que vient de dire Isabelle Hannequart. Alors, c'est vrai que l'Europe et que le Parlement européen jouent un rôle très important. Enfin bon, les labels sont quelque chose auquel le consommateur est sensible. En général, quand on voit un label, c'est un acte de confiance d'acheter. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que l'agriculture, c'est complètement de la compétence européenne. C'était même plus de la compétence des États dans l'organisation de tout le pack d'aide. Alors ça, c'est important de le dire. Et l'Europe a écrit sur le patrimoine gastronomique, etc., alimentaire. C'est important. Oui. De l'avoir fait, parce que si on laisse filer les choses comme ça, un jour le patrimoine alimentaire c'est McDo, quoi. Et du coup, il faut quand même garder tout ce qui est culturel dans l'ensemble de l'Europe. Et je sais là si la richesse est grande, quoi. La beauté de la cuisine française, italienne, grecque, etc., etc. Et alors ça c'est fait, c'est posé. Bon, donc du coup là, on a quand même des références sur lesquelles on peut s'appuyer et qui sont quand même un cadre. Après, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la politique agricole commune qui doit porter ça va un peu à l'envers de cette réalité, puisque on a vu que les PAC successifs depuis 1992 n'ont cessé d'industrialiser l'agriculture. Aujourd'hui, les budgets d'aide agricoles sont captés par 20% des agriculteurs, ce qui est, en France, c'est quand même 13 milliards d'aides à l'agriculture qui sont distribuées, qui sont captées par un petit nombre d'agriculteurs. Donc là, on est dans des situations déséquilibrées. Pour moi, ce qu'il faudrait maintenant, c'est arriver à sortir de la politique agricole commune pour aller vers une politique alimentaire européenne, c'est-à-dire de changer de paradigme et de la priorité, ne pas la mettre sur l'agriculture, sous-entendu c'est une économie d'exportation, mais de la mettre sur l'alimentation pour répondre à l'attente des consommateurs européens. Et Dieu sait s'ils sont de plus en plus sensibles. On entend de plus en plus parler quand même de la qualité de l'alimentation et de tout ce qui va avec. Donc l'agriculture doit suivre et donc aujourd'hui il faut qu'on arrive à rediriger les aides de l'agriculture vers
les territoires vers des plus petites fermes, vers des plus petits volumes, vers plus de transformation à la ferme, parce que ça aussi c'est intéressant. Les paysans boulangers, toute la transformation à la ferme, que ce soit autour de la viande, de la charcuterie, etc., que ce soit dans le maraîchage, etc., ça doit être pris en compte. Ça, c'est de la valeur ajoutée économique créée sur les territoires et qui y reste. Ce n'est pas de la valeur économique qui fuit après avec les capitaux de l'industrie, etc., et qui disparaissent et ça ne fait pas de l'emploi local. Donc ce changement de modèle et la politique agricole commune doivent porter maintenant une réorientation. Moi, ma vision en tout cas, c'est celle-là. C'est celle-là qui répondra, c'est celle-là qui créera de l'emploi, c'est celle-là qui remettra de l'économie alimentaire à valeur, avec des emplois à valeur sur les territoires, et je crois qu'on en a besoin. L'ancrage, alors ça c'est quelque chose, vous êtes un militant vous de l'ancrage de l'agriculture, de l'ancrage dans la proximité. Alors bien sûr la préservation des terres agricoles par rapport à l'urbanisation c'est quelque chose d'important, mais justement favoriser, mettre à proximité des consommateurs que nous sommes les produits de qualité ancrés dans la proximité du terroir. Oui, et de ce point de vue-là, il y a des expériences qui sont tentées, enfin, qui sont intéressantes. Il y a aussi des outils réglementaires, comme les plans alimentaires territoriaux, donc, qui ont été mis en place par le gouvernement français. Je crois que c'est issu de la dernière loi sur l'alimentation. Alors, je crois que c'est Egalim, mais peu importe. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce sont des outils qui ont vocation en fait, à aider les acteurs locaux à s'organiser pour mettre en place des filières d'approvisionnement courtes. Et très souvent, ça se traduit par l'approvisionnement en fait, des cantines en produits locaux avec un objectif de 50%. 50%, oui. Ouais. Et un produit biologique avec l'objectif de 20%, je crois. Quoi. Donc là, du coup, c'est très opérationnel, très concret. Il s'agit d'augmenter, en tout cas de commencer par ça, que localement, alors les collectivités, puisque souvent elles maîtrisent les cantines scolaires, ou ça peut être aussi les EHPAD, ça dépend un peu comment c'est organisé. Mais les collectivités, elles peuvent servir d'exemple et en tout cas s'appuyer sur cet outil-là pour essayer d'organiser en fait, une production locale qui va être orientée vers les cantines. Et donc sur l'exemple de Tours, ce qui est en train de se passer, c'est que alors ça avait commencé déjà il y a une dizaine d'années, mais avec le mandat précédent, il y a eu un projet de mettre en place une légumerie. C'est tout simplement un outil de transformation qui permet de préparer en fait, des légumes et surtout des légumes et des fruits issus de maraîchers locaux pour qu'ils soient en fait préconditionnés pour que ensuite les cantines scolaires puissent les transformer et les servir dans les écoles. Donc voilà, c'est un outil. Donc c'est incité par la réglementation, il y a un label du ministère, mais la priorité est quand même donnée à l'organisation des acteurs locaux pour qu'ils se mettent d'accord sur les objectifs à atteindre et sur comment en fait structurer et mettre en place concrètement ces circuits. Quoi, en fait. Oui, Mais ça, pour les aider, moi je pense qu'il va falloir créer des nouveaux outils juridiques entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de vouloir faire la réforme et la transition vers un autre modèle d'agriculture d'économie avec les outils d'hier qui ont fait l'industrialisation. Moi, je pense que maintenant, on arrive à un moment où il faut qu'on crée des nouveaux outils. On dit que les acteurs du territoire ont à faire ensemble sur un territoire, qu'on doit créer des filières, qu'on doit les organiser, etc. On sait que le statut coopératif existe. Mais en France, il existe mono-acteurs. C'est-à-dire qu'on connaît bien les coopératives agricoles, coopératives bancaires, maritimes, tout ce qu'on veut, sylvicoles, etc. Maintenant, il faut qu'on crée des coopératives multi-acteurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un système coopératif qui permette beaucoup plus facilement d'intégrer les acteurs ensemble sur un territoire pour travailler. Alors, il y a les SCOP qui existent, les SIC qui existent, les sociétés d'intérêt collectif qui existent. Aujourd'hui, ils n'ont encore pas réussi à intégrer à ce point-là. Mais je pense qu'il faut qu'on mette plus là-dedans et peut-être qu'on réécrive un nouveau statut de la coopération, d'ailleurs, qui va plus loin sur le côté comment les acteurs travaillent ensemble dans des objectifs précis, des objectifs territoriaux, avec un environnement protégé, avec une qualité de l'air protégée, avec une qualité de l'eau protégée, avec une fertilisation une fertilité des sols protégée de manière à ce qu'on arrête de la dégrader comme elle l'est aujourd'hui, etc. Mais ça, il faut que ce soit un vrai projet
quelque part de société locale, mais qui soit porté par un statut juridique d'entreprise qui soit un peu différent que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, et puis qui amène évidemment des avantages à ça, etc. Parce que quand des acteurs sur le territoire s'engagent avec ces valeurs-là, c'est-à-dire qu'ils produisent ce qu'on appelle des externalités positives, ben, à un moment donné, il faut qu'ils aient aussi la récompense de ça. Ils ne peuvent pas être traités comme les autres entreprises, alors qu'eux prennent un engagement qui va beaucoup plus loin et qui produit de la richesse non financière sur le territoire, mais il faut le retrouver quelque part. Ils doivent pouvoir avoir le retour de ça. Donc là, il va falloir qu'on imagine aussi. Mais je pense qu'on est à un tournant maintenant avec le climat, avec tout ce qu'on a à faire bouger, avec la biodiversité, son effondrement, qu'il faut absolument arrêter et passer à autre chose. Ben, il va falloir aussi trouver des nouveaux outils. Des nouveaux outils et prendre des initiatives. Pour travailler. Je vous propose de réentendre Isabelle Hadkar, cette fois, qui nous dit qu'en fait, voilà, mais c'est ce qu'on dit d'ailleurs depuis le début, que l'acte de se nourrir n'est pas du tout anodin, et elle fait référence à une déclaration qu'elle connaît bien parce qu'elle a travaillé dessus avec des étudiants, à la Déclaration universelle du droit à l'alimentation, la DORA. L'idée d'une déclaration relative au droit à l'alimentation est née lors d'un atelier d'écriture au sein du Master Culture et Patrimoine de l'alimentation. Les étudiants avaient ébauché un petit texte, j'ai repris l'exercice et cela a donné finalement une très très longue déclaration que j'ai appelée la DOUDA, la Déclaration universelle du droit à l'alimentation. Dans les considérants du préambule, donc, je me suis appuyée sur quelques idées fortes. Tout d'abord, l'alimentation, certes, elle est évidemment indispensable à notre vie, à la vie des personnes, mais elle constitue vraiment l'expression fondamentale et quotidienne, 3 fois par jour, quand on le peut, de l'identité. Ensuite, le droit à l'alimentation, c'est certes un droit individuel, reconnu comme tel par le droit international, mais il me semblait que c'était beaucoup plus un véritable droit transversal à la croisée de tous les autres droits, tous les droits économiques, sociaux et culturels, et puis même tous les droits civils et politiques, dont relève d'ailleurs le droit à la vie, qui découle lui-même du principe de dignité. Le droit à l'alimentation devait s'accompagner des devoirs, puisque le principe de responsabilité implique des devoirs qui sont bien souvent oubliés, on ne parle que des droits. Dans la perspective d'une alimentation responsable, je me devais décrire aussi les devoirs autour de l'alimentation. Et puis l'alimentation est sans doute, si on extrapole à l'échelle européenne et même mondiale, le signe le plus évident de notre rapport au monde, et peut-être aussi l'indicateur le plus efficace de l'émergence des peuples et de l'humanité comme des personnes juridiques. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples sur leurs ressources naturelles, y compris alimentaires, est déjà proclamé en droit international. L'humanité est une personne émergente, mais elle prend la figure des générations futures. Donc j'ai essayé de rassembler, d'exprimer ces idées fondamentales. Mais je ne voulais pas faire une déclaration complètement utopique. Donc je me suis appuyée sur les sources officielles du droit international public, avec un souci de faire un travail vraiment scientifique. Donc j'ai rassemblé, j'ai collecté tous les extraits des textes internationaux qui, peu ou prou, avaient un rapport à l'alimentation. La Convention sur la diversité biologique, le traité sur les ressources phytogénétiques, vous voyez, tout un ensemble de références solides. Mais je me suis bien sûr avant tout appuyée sur la proclamation du droit à l'alimentation, mais ce n'est pas exactement cette formule qui figure dans les textes. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 énonce que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation. C'est presque incidemment que l'alimentation trouve sa place ici. La formule est quasiment identique dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Droit à un niveau de vie suffisant, y compris une nourriture. J'ai écrit, moi, que toute personne avait droit à l'alimentation. Et en droit international, on n'a rien d'autre.
Alors j'ai voulu croiser ensuite ce droit à l'alimentation avec tous les autres droits du pacte. Alors je vous donnerai quelques exemples. Si je croise droit à l'alimentation et droit à la santé, cela donne toute personne a droit à une alimentation saine, nutritive. Et je sais que les acteurs du monde hospitalier sont attentifs à ce que l'alimentation soit prise en considération beaucoup plus dans les soins. Donc ils réfléchissent bien volontiers à un véritable droit à la nutrition, pas seulement à l'alimentation. Si je croise droit à l'alimentation et droit à l'éducation, cela nous donne le droit à une éducation à l'alimentation. Le droit à l'alimentation et le droit à la culture, il fallait trouver la formule la plus appropriée. On peut énoncer que toute personne a droit au patrimoine culturel alimentaire. Vous voyez, donc on peut décliner ainsi 40 formules, puisqu'on va ajouter les devoirs. Toute personne a bien le devoir d'une alimentation responsable et consciente, parce que l'acte de se nourrir n'est pas anodin. Donc cette déclaration est devenue très très longue et j'ai été attentive à choisir le singulier justement dans cette appellation. Je préfère parler d'une déclaration universelle du droit à l'alimentation pour éviter de disperser justement toutes ces facettes du droit à l'alimentation. Donc cette déclaration, pour moi, elle est vraiment connectée aux politiques publiques, puisque je vois deux finalités à cette déclaration. Elle pourrait devenir une véritable grille de référence pour tous ceux qui conçoivent les politiques publiques en matière d'alimentation, et elle pourrait être un aiguillon également pour ces politiques publiques. Voilà. Réaction? C'est important d'avoir des textes de référence? Oui, oui. Puis c'était intéressant qu'il y ait une approche vraiment transversale, parce que l'alimentation est multidimensionnelle et effectivement, ça concerne beaucoup de domaines, en fait. Voilà, y compris le domaine culturel, etc. L'alimentation est culturelle, donc oui, l'éducation à cette culture, c'est fondamental. Comment on peut passer à travers. D'ailleurs, moi, je suis toujours surpris qu'aujourd'hui, manger ne soit pas enseigné tout simplement à l'école. Ouais. Comment on l'apprend. Ce qui peut nous amener en effet à cette éducation à l'alimentation, l'éducation au goût. Y compris même là. Bon, il y a très très longtemps, il y avait les arts ménagers qui étaient enseignés. Alors, quand on dit ça aujourd'hui, ça fait sourire. Mais cela dit, cette éducation à l'alimentation au goût, c'est aussi une ouverture à la fois culturelle, c'est une ouverture historique, géographique. Enfin, c'est quelque chose d'important. Mais cette formation à la cuisine à laquelle vous faites référence, en plus, elle venait en renfort du passage parents-enfants, souvent mère-fille à l'époque, de cet art de la cuisine et de cette nécessité de la cuisine et de tout ce que ça recouvrait en termes d'importance pour la qualité de la santé. C'était fondamental. Et aujourd'hui, alors, le passage de témoin mère-fille se fait de moins en moins. On ne l'apprend même pas à l'école. Du coup, ça se fait où? On l'a peut-être réappris ces temps-ci. C'est ce qu'on dit avec le Covid. On a redécouvert d'une certaine façon... voilà, c'est une façon de le manger à la maison, puisque les restaurants sont fermés, donc du coup les gens se sont réappropriés la cuisine, effectivement. Et puis on peut faire des choses très simples et très bonnes. Enfin, on n'est pas obligé non plus de partir dans... Voilà, il ne faut pas se comparer à des grands cuisiniers. Non, mais la cuisine du quotidien, c'est une cuisine qui doit être saine, savoureuse, intéressante, joyeuse, parce que faire la cuisine et manger ensemble, c'est des choses qui font partie du plaisir. Alors, c'est là où on est frustré aujourd'hui, c'est parce que c'est le partage et c'est la convivialité. Donc, manger par écran interposé, c'est quand même moins convivial. Mais c'est ça aussi qui fait de la gastronomie quelque chose d'important, c'est cette notion de partage. Et c'est aussi un retour pour moi, c'est aussi un retour à la nature, puisqu'on manipule des produits qui ont été, qui sont sortis des champs, des arbres, que l'on va transformer nous-mêmes. Donc c'est aussi acquérir une sensibilité par rapport à ce que la nature nous offre et comment on peut aussi la malmener pour que ces produits soient moins nutritifs, détériorés, menacés. Donc c'est important de retrouver en fait, le contact même physique avec cette alimentation et que l'on va travailler soi-même. En fait. Et puis il y a peut-être un aspect aussi qui est important, c'est-à-dire quand on dit qualité alimentaire pour tous, qualité le faire rimer aussi avec solidarité, c'est-à-dire que qu'il n'y ait pas une partie de la population qui s'en trouve
exclus. Exclus et dépossédés. Et Et là, ça fait quand même... Enfin, moi, ce qui m'interpelle beaucoup là-dedans, c'est comment la répartition des surfaces cultivables sur la planète se fait, et comment il y a des déséquilibres qui se sont mis en place. Si on regarde, moi je prends deux périodes, on va dire 1960, sur la planète, on avait à l'époque 1,7 milliard d'hectares cultivables. Et je dis à l'époque parce que ça a régressé depuis. Et on était 3,5 milliards d'habitants. En gros, on avait 3000 mètres carrés chacun, théoriquement, pour pouvoir avoir des surfaces pour cultiver, pour vivre. Les Occidentaux ici vivent avec 1,1 hectare chacun. Donc déjà, on prenait déjà 3 à 4 fois notre part à ce moment-là. Maintenant, on est avec 1,4 milliard d'hectares cultivables et on est 2 fois plus nombreux. Donc on a moins de 1000 mètres carrés chacun pour vivre. Et on n'a rien changé sur le ratio, 1,1 hectare ici. Aux États-Unis, c'est 4 fois plus, hein, la consommation en surface par habitant. Donc on voit bien qu'il y a une rupture qui s'est créée. Alors là, on n'est pas du tout dans la solidarité. Là. On est allé chercher les terres des autres pour subvenir à nos besoins, etc. Et on va où avec ça après ? On va où on a créé des facteurs de famine, on a créé des facteurs de dépossession des sols. L'agriculture industrielle dans certaines régions du monde, c'est la dépossession des sols, arme à la main des paysans. Et puis après, ils font quoi? Ils vont dans les bidonvilles, puis après on les retrouve dans les migrants, en fait. Hein, parce que c'est ça aussi la boucle qui est en train de se faire. Et ça, mais on n'est pas... enfin, je sais pas, on ne pourra pas aller comme ça longtemps. Il y a un moment donné où ça va nous revenir dans la figure violemment, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Donc, la solidarité aussi sur cette question de partage des sols, de partage de la disponibilité des sols cultivables. Et puis après, il y a la question de la préservation des sols cultivables. L'artificialisation des sols en Occident, c'est énorme. C'est un terrain de foot tous les 5 minutes. H24, pas sur des journées de 8 heures. Hein. Donc on est vraiment dans des... Il faut arrêter, là, il faut commencer à regarder ça avec une prise de hauteur. On est de plus en plus nombreux, on a besoin de plus en plus d'espace pour habiter, etc. Mais on va faire comment si on réduit nos surfaces cultivables à l'infini sans faire attention? Et cette préservation, elle s'inscrit dans la proximité aussi, hein, parce que les villes, l'expansion des villes est inéluctable, et en même temps... comment préserver une agriculture de proximité et des terres agricoles qui ne deviennent pas des terres de construction. Oui, je pense que c'est important de prendre conscience qu'en fait, que finalement, le foncier agricole, c'est un patrimoine, on en a besoin. Mais je voulais aussi rebondir sur l'idée qu'on pourrait avoir que comme la population a beaucoup augmenté, qu'il y a de la surface agricole qui diminue, du coup, le salut est dans l'agriculture intensive. Et en fait, ce n'est pas vrai, quoi. En fait, on peut nourrir la population avec une agriculture extensive. Il suffit d'avoir une alimentation moins exigeante en viande et en lait, comme je le disais au début, quoi, en fait. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de dire ah, mais on est trop nombreux et donc, du coup, il faut beaucoup d'intrants pour produire beaucoup et nourrir beaucoup de monde. Oui, ce qui ferait que là, ce serait un cirque infernal. Ça s'emballerait, oui. Et en fait, c'est faux. Il faut préserver la terre agricole. C'est important parce qu'il vaut mieux produire avec des sols plutôt qu'après trouver des modes de production hors sol qui sont très coûteux en énergie et en eau. Donc, il faut préserver la terre agricole et mettre en place des productions extensives et avoir une alimentation qui soit moins gourmande en intrants. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Voilà, techniquement, on sait faire. On n'a pas besoin d'inventer de nouvelles techniques de production pour nourrir une population accrue, quoi, en fait. Il suffit déjà de protéger ce que l'on a, quoi, en fait, et ça suffit, quoi, en fait. La promesse de l'agriculture industrielle de demain, c'est quoi? Elle est posée, hein. C'est les tours à production dans les centres urbains, les tours à cochons, les tours à concombres, les tours à tomates. Ça existe déjà. Ça existe, oui, ça existe déjà. Et ça veut dire que pour faire fonctionner ça, on va aller chercher les protéines, etc., sur des surfaces ailleurs, ce que je disais tout à l'heure. Donc on va aller prendre les terres des autres pour pouvoir le faire. Donc ce n'est pas la solution. Sur un plan nutritionnel, je vais vous passer les détails, on est hors sujet. Ce n'est pas la qualité pour tous, là. Hein. Et l'étape d'après, qui est connue aussi, c'est la viande de laboratoire, la fameuse viande de laboratoire qui est produite par des bactéries, qui est produite par de la multiplication cellulaire, etc.
Oui, mais n'empêche que c'est posé. On a trouvé toutes les bactéries. Et ceux qui... Moi, je vous engage à lire le livre de Gilles Luneau, Steak Barbare, qu'il a sorti il y a quelques mois, là, où tout est... La vision du monde, selon ceux qui sont en train d'investir là-dedans, pour dire, mais en fait, c'est génial. On va vous faire de la viande de laboratoire, mais aussi des légumes, de la purée, etc., fait par des microbes et des bactéries. On se passe d'agriculture, on n'a plus besoin, on n'est plus ennuyé avec toutes ces questions-là, donc exit tous les problèmes de gaz à effet de serre, de CO2, etc. On a la solution. Elle se passe dans les laboratoires. Ouais. Donc, mais elle est en France, on va être préservé de ça quand même. Moi, je rigole pas du tout de ce genre de choses. Alors déjà, on peut être préservé parce que la gastronomie va tenir et va nous permettre de ne pas aller jusque-là. Mais quand même, ça veut dire que... Non, mais vous avez raison, c'est des apprentis sorciers dont il faut... Et qu'est-ce qui est important de se dire? C'est que l'humain va plus vite dans son changement de mode alimentaire avec des techniques comme ça qu'il n'est capable de les assimiler lui-même. Parce qu'à partir du moment où on va sur une alimentation aussi éloignée de celle qu'on a aujourd'hui à une telle vitesse, pour que le corps assimile ça, se l'approprie et puisse s'en nourrir véritablement, mais il faut des millénaires de transformation de l'humain pour manger ça. C'est pas en 10 ans que ça se passe. Du coup, après, il se passe ce qu'on connaît déjà. Hein. Vous savez, aujourd'hui, il y a un bébé sur 2 qui naît avec une allergie. Ça me fait peur, moi, de voir des trucs comme ça. Et c'est quoi? Toutes les allergies, tous les grands problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans la société autour de nous, et vous en avez tous entendu parler, mais ça vient de ça, hein. Ça vient que notre ultra-transformation de l'alimentation va plus vite que la capacité de l'organisme humain à l'intégrer, et du coup à la digérer, et du coup à en faire son alimentation. Et là, on crée des ruptures où les problèmes de santé publique vont s'amplifier, mais enfin, on n'a pas de mal à imaginer. C'est déjà le cas, donc on n'a pas de mal à imaginer ce que ça va donner. Et la qualité pour tous, c'est la préservation de la santé. Alors, surtout, n'hésitez pas, dans quelques instants, on prendra vos questions. Et puis, je vais demander à Isabelle de Crémier si elle veut nous rejoindre pour intervenir. Puisqu'on est dans la politique publique de proximité, il est sûr que les acteurs publics sont importants et notamment... un rôle majeur à jouer, on l'a vu tout à l'heure avec l'Europe qui fixe les cadres, mais après c'est vrai que les États ont à s'approprier ces cadres et à la faire vivre, et puis après c'est à tous les niveaux de proximité que ça se joue, y compris jusque dans la vie de la commune. Bienvenue à vous. Christelle de Crémier, merci. Alors, je vous ai présenté au début, mais maintenant que vous êtes en visu, je vais le refaire. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional Centre-Val de Loire, qui soutiennent ces rencontres François Rabelais. Comme quoi, le problème de l'alimentation est quelque chose d'important, d'autant plus que vous êtes délégué au tourisme, au terroir et à l'alimentation. Donc vous avez un peu suivi cet échange et je pense que vous avez votre regard, votre analyse et peut-être aussi l'occasion de nous dire comment s'inscrit dans la réalité la politique publique pour une alimentation de qualité pour tous, le pour tous étant bien sûr quelque chose d'important. Oui, ça a été en fait le démarrage de notre politique alimentation, c'était le pour tous. C'est-à-dire que j'ai écouté vraiment avec un immense intérêt ce que vous avez dit, notamment du point de vue du parlementaire européen, hein, parce que ça part de là. Hein. C'est-à-dire que la reconquête qu'on est en train de faire, elle est parce qu'il y a eu des politiques qui nous ont éloignés totalement de ça. Alors oui, le pour tous, comme je vous le disais, c'était le point de départ. C'est-à-dire qu'on a compris en tout début de mandature, donc je suis en 2016, que finalement on avait des problèmes liés à l'alimentation par rapport au niveau social avant la Seconde Guerre mondiale et que maintenant on avait des problèmes de maladies liées à l'alimentation en fonction du revenu social. C'est-à-dire que la démocratie alimentaire était au cœur de notre politique. Je tiens à remarquer le faible nombre d'études épidémiologiques liées au revenu et au niveau social et liées à l'alimentation. C'est extrêmement dur, donc je lance un appel
aux professeurs et aux parlementaires. Il y a une sorte d'omerta pour ne pas savoir. Et on est allé chercher une très très vague étude qui remonte maintenant à plus de 10 ans pour pouvoir donc évolué beaucoup. Pour savoir déjà qu'il y avait un biais lié au niveau social et lié donc à la santé, au niveau de santé lié à l'alimentation. Ça a de quoi nous révolter, c'est-à-dire qu'en tant qu'élus, quand on est dans une société qui devient inégalitaire au niveau de l'alimentation, ça nous interpelle. Nous avons fait un peu ce que disait M. Gruffat au niveau européen, où il plaide pour une politique de l'alimentation après avoir eu une politique agricole commune. On a créé cette délégation alimentation qui est la seule en France. Elle est dans la région Centre-Val de Loire. Dans les autres régions, vous avez évidemment un vice-président à l'agriculture, au circuit court, mais alimentation en tant que telle, voilà, c'est la seule. Elle permettait de faire deux choses. La première, c'est de dire, on ne va pas juste manger ce qui provient de la politique de l'agriculture. On donne la parole aux citoyens pour qu'ils disent qu'est-ce qu'ils veulent manger, pour qu'ils disent pourquoi ils veulent connaître, pour qu'ils disent nous voulons savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est la fameuse connaissance finalement et pas juste un acte d'achat sur un paquet. La deuxième chose, c'était de se distinguer de la politique purement de l'agriculture pour retrouver une marge de manœuvre dans un domaine qui en fait relevait d'une démocratie alimentaire comme on l'a expliqué au tout début. Et moi je voudrais quand même dire au moins une seule fois pendant mon intervention, mais c'est que on est dans cette situation parce qu'il y a eu une industrie agroalimentaire qui, depuis les années 70, au niveau mondial, se concerte, se coordonne et a fait en sorte qu'on arrive à ce niveau-là. Ce n'est pas juste venu parce qu'on a laissé faire un petit peu. Il y a eu une vraie coordination depuis plus de 50 ans. Donc aujourd'hui, on est en train de faire un acte un peu de révolte. C'était très intéressant ce qu'a dit Mme Incar avec cette déclaration un peu des droits de l'homme sur l'alimentation, parce qu'il y a une sorte de révolte par rapport à quelque chose qui était effectivement construit depuis longtemps. Alors, deux choses sur la région Centre-Val de Loire qui, je crois, vont bien illustrer les propos qui ont été tenus pendant la table ronde. La première, c'est la stratégie de la collectivité par rapport à la gastronomie et à la gastronomie pour tous. Donc déjà, on ne dit pas gastronomie, mais on dit de l'alimentation saine, juste, bonne, équilibrée, tout ça. Nous, dans Centre-Val de Loire, on a peu d'étoilés. Ils sont sur la route de la Bourgogne jusqu'à la Méditerranée. Nous n'avons pas de produits mondialement connus. On a bien sûr l'IHCA qui nous met une vraie lumière sur plein de produits du terroir, mais on peut dire qu'il n'y en a aucun qui se distingue de manière exceptionnelle au niveau mondial. Et nous n'avons pas non plus, nous ne sommes pas connus pour une production, je pense par exemple au lait de Normandie, où dès qu'on parle de crème de Normandie, on sait qu'on est dans le top. Donc notre stratégie a été celle de se dire nous allons être une région où l'on mange naturellement bien, et c'est la variété de nos terroirs et la variété des engagements qui est très importante, et la variété des engagements des producteurs, transformateurs et des transformateurs qui va en fait nous donner une tonalité de on s'engage pour que vous mangez bien, et pour ça on prend des risques pour vous. Et donc un des outils que la région a mis à la disposition de ce tissu économique, et je viens avec le président Bonneau de l'inaugurer ce matin, c'est une marque alimentaire régionale qui a une grande ambition sur la transformation des pratiques. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas juste produit en région Centre-Val de Loire, elle dit que la majorité des ingrédients de base doivent provenir de la région. Donc nous, on a décidé que local, c'était régional. Parce que vous savez que dans la loi Egalim, ils n'ont pas réussi à définir local, et donc il n'y a pas 50% de local, ils disent produit durable. Parce que justement, le politique n'a pas su définir le mot local pour plein de raisons. Donc on a dit, il y a une provenance majoritairement de la région. 2,
et ça a été le point le plus difficile, et je parlerai notamment aux députés européens de ça, nous avons un critère de composition, c'est-à-dire qu'on fait passer tout ce qui est origine d'appellation contrôlée y est, mais il faut aussi avoir 0 additif de synthèse. La troisième, c'est celle des pratiques environnementales et notamment de la diminution de l'empreinte écologique. Donc vous avez, on est totalement pionnier. C'est la seule marque régionale à avoir comme ça plein de critères et en plus à dire on vous embarque avec nous parce que ce qui compte pour nous, c'est que sous 2 ans, vous puissiez les cocher. Si vous ne pouvez pas, mais évidemment ils ne peuvent pas aujourd'hui. On est dans un système qui fait qu'on ne peut pas. Il faut un peu de temps pour que ça se mette en place. Mais on leur dit... les consommateurs seront au rendez-vous et on va vous accompagner techniquement pour restructurer, que vous puissiez changer de manière de vous approvisionner et de produire. La grande aventure, pas forcément publique, mais la vraie grande aventure de ça, ça a été les additifs de synthèse. Pourquoi? Parce que la définition de l'information au consommateur est totalement européenne, qu'au niveau européen, l'industrie agroalimentaire a décidé de ne pas définir ce qu'était un additif de synthèse. Donc nous n'avons pas le droit de dire, quand on est producteur, et de mettre sur une étiquette qu'il n'y a pas d'additif chimique dans un produit. On n'a pas le droit. Parce que ça vient de cette directive-là européenne. Donc nous, ce qu'on a fait, mais ça a coûté plusieurs années de travail et de lobby, à la fois au niveau de l'État et au niveau du Parlement avec vos collègues, pour dire la région va endosser la responsabilité de dire qu'il n'y a pas d'additif de synthèse. Mais on ne pourra pas le mettre sur l'étiquette parce que nous n'avons pas le droit. C'est pas possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau européen? Et je pense que c'est l'industrie agroalimentaire qui a dû un peu écrire la directive, je le dis, ça n'engage que moi. Mais en gros, ils ont dit les additifs, ils les ont définis par fonction. Alors, ils servent pour la couleur, pour que la farine n'adhère pas à la meule et en recueillir le plus possible. Enfin, des trucs qui n'ont rien à voir avec le consommateur. Et en même temps, ils ne nous ont pas donné de définition naturelle ou synthétique. Ce qui fait que les additifs les plus dangereux de synthèse sont au même niveau que le sel de Guérande. C'est génial. Parce que du coup, quand on n'en met pas, seuls les très riches, seules les très grosses industries agroalimentaires peuvent se permettre d'en mettre. Parce qu'il faut beaucoup de capitaux et de recherche derrière. Ce qui fait que les petits producteurs qui, eux, n'en mettent pas, ne peuvent même pas le valoriser auprès du public. Donc là, on a décidé que c'était nous, à travers notre marque régionale, qui allons faire la publicité. Cette marque, elle permet aussi d'être un véritable outil de restructuration territoriale. Maintenant que nous avons avancé, nous allons effectivement maintenant trouver avec l'agriculture, maintenant on va la rejoindre, parce que par exemple dans notre région Centre-Val de Loire, le beurre et le sucre, pour ne citer que, on ne peut pas les trouver de manière à proximité. Vous imaginez, alors qu'on a du lait, alors qu'on a des sucriers, les pâtissiers, bien sûr, les pâtissiers ne peuvent pas se servir. Donc grâce aussi à cet outil, on va relocaliser l'approvisionnement. Là, je voudrais faire une petite alerte sur la politique agricole et notamment liée au FEADER. Le FEADER étant ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC. Le deuxième pilier de la PAC, c'est toutes les aides pour l'installation, la conversion, le maintien en bio. Ça ne sera plus... Et tout ce qui sera verdissement de l'agriculture au sens global. Oui, au sens global, on est dans le deuxième pilier, on est dans le FEADER. Dans 2 ans, les régions ne devraient plus être autorités de gestion. C'est-à-dire que ça va, ce qui va venir de l'Europe, les milliards que M. Gruffat connaît mieux que moi, qui vont être stoppés au niveau de l'État. Et donc ça ne va plus être les régions qui vont être dans ce travail de dentelière pour installer, parce qu'il faut du petit. Là où on est parti dans la folie des grandeurs, c'est la concentration des terres, la superproduction, la spécialisation, et qui capte toutes les aides européennes. Et là, nous n'avons plus la main dans 2 ans. Donc, les régions sont mobilisées. Voilà, si du côté aussi européen, on peut faire entendre au gouvernement que
il ne faut pas qu'il garde pour lui, il faut qu'il continue à transmettre aux régions pour qu'elles puissent gérer cet apport. C'est très difficile après de faire la transition de l'agriculture dans le cadre d'une relocalisation alimentaire si on n'a plus les outils. Vous êtes mais là, vous prêchez un convaincu. Vous prêchez un convaincu, mais oui. cette situation, elle est française. Hein. C'est l'État français qui décide ces circuits-là. Oui. Avant, les circuits du deuxième pilier, les financements passaient par les régions, et les régions étaient l'interlocuteur, donc du coup était l'acteur sur le terrain qui permettait un certain nombre de choses, comme vous le dites. Si demain c'est supprimé, ça veut dire que tout est rapatrié à distribution au niveau de l'État, donc par le ministère de l'Agriculture pour ce qui concerne les aides à l'agriculture, etc. Et là, du coup, localement, on repère à nouveau du levier d'action, etc. Du levier d'action, absolument. Ça, c'est pas une bonne idée. Mais comme le fait que dans la future PAC, il a été décidé de redonner la main aux États sur la distribution des aides, c'est-à-dire que l'Europe était compétente à 100%, maintenant elle s'est enlevée de la compétence pour en redonner aux États, ce qui veut dire concrètement que les paysans européens vont se retrouver en distorsion de concurrence parce qu'ils vont recevoir des aides différentes en fonction des productions qu'ils font, etc. Et du coup, on remet une situation qu'on a voulu supprimer depuis le début de la PAC, ce qui est quand même assez... Moi, j'avais un dernier point à partager avec vous. On va prendre des questions qui va permettre de... Alors vraiment, il y a une spécificité aussi à notre région, c'est qu'elle a gardé la compétence alimentation. La loi Egalim l'avait réservée pour l'État. Nous, on a le copilotage avec État-région pour cette politique et nous avons défini nos propres critères pour les projets alimentaires de territoire. Et donc, c'est maintenant des critères qui intègrent la démocratie alimentaire, qui intègrent l'augmentation des productions bio et l'accès au foncier. Et ce sont ces critères-là, dans le cadre du plan de relance, qui vont s'appliquer pour les différents territoires de la région. Écoutez, alors, on parle de l'influence des politiques publiques. Ce que vous nous avez annoncé là, avec cette initiative d'une marque alimentaire régionale, montre que l'action des politiques publiques peut permettre de faire évoluer. Avec les valeurs qui ont été dites. Hein. Voilà, pas avec n'importe quoi. Merci, c'est les valeurs qui sous-tendent cette marque. Et le fait qu'on ait nos propres projets alimentaires de territoire. Voilà. Et que la région Centre-Val de Loire soit la première à avoir ce type d'initiative. Oui. Alors on va tout de suite voir les questions qu'il peut y avoir. Et on va demander à Kylian de nous transmettre les questions de ceux qui nous ont suivis jusque-là. Oui, Marie-Laure, on a de nombreuses questions qui débordent sur beaucoup de sujets, finalement, vu que le sujet est très large. On va commencer par une question qui touche aux institutions d'enseignement public. Quel serait le rôle de ces institutions publiques dans la transition vers une alimentation moins industrialisée, plus végétale et plus locale ? Et comment les enseignants-chercheurs pourraient-ils aujourd'hui encourager des pratiques d'alimentation durable dans les universités ? Une question qui est posée directement par Christina, qui est étudiante en thèse à l'Université de Lille. Alors, l'universitaire qui est sur le plateau va se sentir immédiatement concerné. Alors, je n'ai pas une vision d'ensemble de l'enseignement soit agricole et universitaire sur les questions alimentaires au niveau national, mais disons que... Alors moi, je travaille dans un institut, dans une formation en aménagement du territoire, et il se trouve en fait que par exemple, les questions alimentaires, on les traite dans le cadre d'ateliers. Et cette année, j'ai un groupe d'étudiants qui travaillent sur le gaspillage alimentaire sur la métropole de Tours. Donc voilà un exemple dans lequel on fait travailler les étudiants. Donc, alors c'est dans le cadre d'un atelier, ça veut dire que c'est sur un terrain concret avec ici des professionnels, donc les élus de la métropole, pour avoir une analyse et apporter une réponse particulière en fait, qui est posée au niveau d'un territoire. Ce que je peux dire aussi, peut-être pour répondre à la personne, c'est que moi je constate que en fait, il y a un intérêt pour les questions alimentaires, alors qui n'a pas disparu, puisqu'on avait l'INRA qui est devenu l'INRAE, donc il y a toujours eu une recherche en agroalimentaire importante en France. Mais disons, les questions alimentaires et de circuits de proximité, c'est une question, enfin, c'est un objet de recherche qui s'est renforcé depuis quand même 5 ans. Enfin, moi, j'ai quand même remarqué que beaucoup plus, voilà, ce sujet de recherche est traité de manière beaucoup plus large et plus uniquement, disons, par les agronomes. C'était un peu un champ
enfin, un champ réservé, ou disons plutôt privilégié, pas réservé, mais un champ privilégié pour les agronomes et peut-être certains économistes et géographes. Et aujourd'hui, enfin, moi je constate une multiplication des publications et des recherches, des colloques sur cette thématique. Autre question? Oui, toujours dans l'esprit de la transmission et de l'enseignement, Monsieur Jeanne Rose, qui est enseignant à Saint-Dizier, demande comment faire aujourd'hui pour proposer des produits locaux frais ou bio, par exemple, dans des cantines d'école, voire dans les restaurants d'application des écoles hôtelières, pour que les générations futures, que ce soit des futurs restaurateurs ou des futurs parents, puissent arriver à promouvoir quelque chose de qualité, sachant que les emplois aujourd'hui affectés à l'achat des produits alimentaires sont de moins en moins nombreux. Donc inciter, en effet, alors il y a une incitation quand même pour dans les cantines alimentaires qui est 50% de produits. Alors ils ont dit durable. Voilà, ouais. Oui, c'est vrai, parce que comme je vous le disais, ils n'ont pas trouvé la définition de local au niveau national. Mais la loi, elle est très claire, c'est qu'en 2022, il faudra y être. Donc 50% de produits durables, dont 20% de bio. Donc ça, c'est pour toutes les cantines des collectivités. Et moi, la remarque que je ferais, c'est pas comment le faire, parce que disons que là, sur ce côté, la loi a été assez claire, elle a commencé à donner, même si c'est très peu, hein, je pense qu'il faudra augmenter les quantités par la suite. Non, le souci, c'est que les producteurs ne suivent pas. Oui. Non, mais il faut dire les choses. C'est-à-dire que si vous laissez un système économique mondialisé avec des super, comme vous disiez, des intermédiaires de gros dans un marché mondial, et que vous leur dites « Oui, mais juste pour mon lycée, mon école, là, vous allez faire un truc super sympa, bio, gentil, nounours », ils disent non. Donc, en fait, on est bien obligé de changer à 360 degrés l'environnement économique de la production. Il est élargi, donc il est... Oui. Donc ça veut dire que la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Très concrètement, installer des paysans bio de proximité. Il en manque aujourd'hui, mais énormément. Moi, quand j'étais à la présidence du Biocop, j'avais fait un calcul. On a besoin d'en installer 60 000 dans les 5 ans qui viennent pour répondre à la demande. Ouais. Pour répondre à la demande d'aujourd'hui, qui ne fait que croître. Mais c'est un vrai plan emploi pour la France déjà, et pour les régions et pour le local. Mais on en a besoin parce que c'est une réponse à une demande des cantines, des collèges, des lycées, des maternelles qui disent nous on veut des produits de proximité, on les veut bio, on veut de la bio locale. Il n'y a pas d'acteurs suffisants qui en fait. Donc il faut, alors déjà là, en agriculture, il faut une politique agricole qui réinstalle et qu'on ne dise pas que c'est les conversions qui y répondent. Parce que les conversions en agriculture, c'est je prends un producteur laitier, il est dans un système donné, il passe à la bio. Déjà ça, ce transfert, c'est un changement énorme pour lui. Oui. On ne lui demande pas en même temps de faire la transformation à la ferme qu'il ne faisait pas hier. Ce qui veut dire qu'il fait un autre métier. En plus, il devient transformateur, etc. En réalité, ça n'existe pas. Hein. Déjà, faire la conversion, faire du lait et vendre le lait dans des nouveaux circuits en bio, c'est une chose. Faire de la transformation sur la ferme, ça veut dire qu'on a changé de modèle de ferme, on est sur une autre dimension, on est dans un tout autre projet, et du coup là, ça passe par de l'installation, etc. C'est pas d'un claquement de doigts que les choses se font. C'est ça, et ça veut dire que dans la politique agricole, il y a des vrais sujets aujourd'hui, et il y a vraiment un avenir à offrir en termes d'emploi. Des décisions à prendre rapidement, puisque la mise en place est... Et on met en parallèle l'installation dont vient de parler M. Gruffat avec le fait qu'on n'aura plus la main sur les installations. Oui, parce que vous disiez tout à l'heure, en plus sur les aides, énormément. Autre question? Oui, une dernière question liée au monde de l'enseignement, peut-être plus tournée vers une lecture régionale. Quels sont les choix politiques aujourd'hui autour du développement des menus sans SANS que l'on trouve dans certaines écoles? Il y a de toute manière une politique de formation qui... le SANS, c'est pas trop pratiqué dans les lycées de la région. Ce qui est pratiqué, c'est de commencer à faire le menu avec ce qui existe et non pas ce que l'on a dans la tête. Oui. C'est-à-dire on sait d'abord ce qu'on a produit dans le territoire pour pouvoir faire le menu, au lieu de faire le menu et d'aller le chercher sur le marché.
Voilà. Là, on les trouve. C'est plutôt ça le changement culturel qui est à l'œuvre aujourd'hui parmi les chefs de la restauration collective. Il y a une grande sensibilisation des chefs de restauration collective, justement. Depuis plusieurs années, on est en train de la construire, cette sensibilisation. Oui, parce que là aussi, il faut qu'il y ait une action de sensibilisation et de formation aussi. Hein. Je pense que les politiques publiques et l'action que peut mener le Conseil régional est important. Oui, il y a tout un plan de formation pour les chefs et qui est aussi notamment Biocentre, qui dépend donc de la région et qui fédère les différents groupements des agriculteurs biologiques, fait aussi des formations à l'ensemble des établissements, pas seulement les lycées, mais aussi les collèges, les différents restaurants collectifs, pour savoir comment on cuisine avec des produits bio. Les produits bio sont plus denses, donc ce n'est pas les mêmes quantités, ce n'est pas la même cuisson. Il y a toute la question que vous avez très bien développée sur les protéines végétales et le calcium végétal, à savoir aussi utiliser, parce que plus on fait de bio, moins on peut se payer de la viande bio. Donc il faut de toute manière accentuer le mixte entre l'origine animale et végétale. L'équilibre. Mais les questions qui ont été posées nous ramènent en effet que la qualité de l'alimentaire pour tous, ça se joue tout de suite dès les premières années. Hein, et que dans ce cadre-là, en effet, l'éducation au goût et une sensibilisation par ne serait-ce que les cantines scolaires, c'est un début et c'est quelque chose d'important. Malheureusement, à la télévision, on a une moyenne de 4 heures devant la télé, surtout maintenant avec le couvre-feu, et vous êtes abreuvé de publicité alimentaire industrielle. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué d'aller leur expliquer que ce n'est pas, je vais donner l'exemple phare, hein, qui est le cordon bleu industriel. Et il y a cette appétence, et notamment dans les restaurations collectives des écoles, qui sont avec des grands groupes, qui ont délégué à des grands groupes. Ce sont ces mêmes cordons bleus et nuggets industriels qui se retrouvent. Vous la faites quand, l'éducation au goût? Vous posiez la question pendant la table ronde. Quand est-ce qu'on apprend? Là, il y a un moment donné où cet excès de publicité et du fait que l'enfant est totalement entouré dans la vie de tous les jours par de la nourriture industrielle fait que non seulement il n'a pas reçu derrière une autre éducation au goût, mais en plus, il ne va pas savoir transmettre. Oui, c'est un... Et là... là... Mais on commence aussi très tôt à la maison. Hein. Les tout petits, quand on commence à... Et c'est aussi une responsabilité personnelle qu'on a tout un chacun comme parent. Enfin, je veux dire, il ne faut pas non plus... voilà, je veux dire, on peut cuisiner vite sans forcément ouvrir... justement, être dans l'industrie agroalimentaire. Hein. On peut faire des très bonnes coquillettes, ça ne demandera pas plus de temps. Et elles sont qualitatives et sur un plan nutritionnel, elles sont beaucoup plus riches. Oui. Donc c'est vraiment... Mais en même temps, je trouve que on trouve aussi, même chez les jeunes, des fois je suis vraiment une curiosité, quand même une appétence, une envie de découvrir des bonnes choses. On voit quand même, enfin moi je vois dans le milieu étudiant, de plus en plus de jeunes sont donc sensibles à l'environnement et végétariens. Donc, enfin moi il y a quelques années, j'étais frappé parce que quand j'allais en Allemagne, par exemple, il y avait beaucoup d'étudiants qui nous demandaient des menus végétariens. Et là, je vois en France aussi, maintenant, c'est le cas. En fait, les amis de mes enfants sont étudiants et il y a de plus en plus d'étudiants qui se déclarent végétariens. Donc il y a une sensibilité qui est montée quand même. Oui. Ça fait 3 ans que la région a lancé un défi pour l'alimentation des familles. Ça fait 150 familles par an. Et le défi avec des familles qui mangent 0% bio, 0,0, et celles après qui gagnent, entre guillemets. Et je voulais partager vraiment avec vous, c'est le moment, la famille, le groupe, l'équipe de famille qui a gagné la première édition, c'était l'équipe au milieu de revenus les plus modestes de toute la région. Et ils ont été les champions
pour le bio et je leur ai posé la question, est-ce que maintenant que le concours est terminé, est-ce que vous allez revenir comme avant? Parce que c'est pas le même coût. Ils ont dit non, c'est pas le même coût. Pour nous, on le sent vraiment, mais on ne reviendra jamais en arrière parce qu'on a compris que c'est notre santé et que ça entraîne une autre manière de vivre en famille. Donc il y a vraiment, je pense, c'était un peu la question que vous posiez sur le pouvoir public. On a un vrai rôle à jouer. Oui, c'est la preuve. Oui. La preuve. Et puis, parce que cette marque alimentaire régionale, je pense que ça ne peut que nous réjouir les uns et les autres, puisque ça rentre dans cette problématique de la gastronomie pour tous, d'une gastronomie de qualité et non pas la gastronomie élitiste comme parfois on peut le penser, et que ces facteurs aussi de santé, que ça pose des problèmes bien sûr de solidarité, et puis c'est une ouverture culturelle, et puis c'est mettre en valeur nos terroirs, et Dieu sait si en France et dans cette région Centre-Val de Loire, on a une grande richesse de produits de terroir. Merci à vous pour avoir suivi cette conférence par écran interposé. La prochaine aura lieu le 11 mars. Elle va s'intéresser à une problématique qui concerne beaucoup, puisque ça concerne les restaurateurs. On en est privé et on s'aperçoit à quel point c'est quelque chose d'important d'avoir des cafés et des restaurants. Quand on ne peut plus y aller, eh bien voilà, c'est la problématique face à laquelle se retrouvent les restaurateurs et Covid, la situation et puis aussi les lendemains et quelles leçons en tirer. Merci à vous, merci pour vos questions, et puis vous savez que vous pouvez revoir cette conférence en allant sur le site des rencontres François Rabelais. Merci beaucoup. Merci.